nous parlons d'un moment qui pèse lourd sur nos épaules. Quand Damana Adiapika s'appelle à l'union des forces du Front commun, du GPS, du FPI, du PDC-IRDA et de toutes les structures locales pour organiser une résistance au niveau des régions, des départements et des quartiers, nous entendons l'écho d'une colère profonde et d'une espérance profonde. Nous entendons surtout la demande d'un peuple qui ne veut plus se laisser voler son avenir par des manœuvres qui confisquent le choix populaire. D'emblée, nous devons reconnaître ce que cette stratégie porte de vérité. La politique ne se fait pas seulement dans les salons. Elle se vit dans les rues, dans les familles, dans les champs, dans les usines et les petites boutiques. Quand la parole officielle est verrouillée, il appartient au peuple de parler autrement, de faire sentir son refus, de rappeler que la souveraineté appartient à ceux qui souffrent et qui travaillent. L'idée d'organiser la résistance à l'échelle locale, non dictée d'en haut mais animée par des responsables de zones, de sections, par des fédéraux et par la jeunesse, porte en elle la force de la proximité. C'est là où se mesure la confiance et la mobilisation réelle. Au coin des marchés, auprès des camionneurs, dans les quartiers universitaires, dans les villages. Pourtant, nous devons être lucides sur la portée et les limites d'une telle démarche. Toute stratégie populaire a des vertus et des dangers. D'abord, ses chances d'impact réel. La résistance locale est décentralisée a l'avantage d'être difficile à neutraliser d'un seul coup. Elle multiplie les foyers de contestation, elle met le pouvoir face à la réalité quotidienne d'un pays paralysé non par un seul centre mais par 1000 voix. Si les mobilisations sont massives, disciplinées et portées par des objectifs clairs, annulation d'une candidature illégitime, ouverture d'un véritable dialogue national, garantie pour l'alternance, alors la pression interne peut devenir insoutenable pour un régime qui perdrait la légitimité sociale. L'histoire nous apprend que des mouvements populaires bien coordonnés peuvent faire plier des pouvoirs obstinés, surtout s'ils savent conserver la sympathie de larges couches sociales ouvriers, commerçants, étudiants. Ensuite, la dimension symbolique est essentielle. Bloquer les circuits économiques sans verser dans la violence rappelle au pays et au monde que les institutions ne valent que si elles reposent sur l'adhésion populaire. Un mouvement qui parvient à gagner le cœur des citoyens et à souligner l'injustice d'une confiscation électorale peut obtenir le relais des organisations régionales, des églises, des syndicats, et attirer l'attention internationale, ce qui accroît la pression sur le pouvoir d'Abidjan. Mais les risques sont réels et sérieux. La désobéissance civique qui paralyse routes et villes peut rapidement se retourner contre la population qu'elle veut défendre. La première victime de tout blocage prolongé est souvent la population elle-même. Commerçants, petits artisans, travailleurs journaliers et malades qui ne peuvent plus accéder aux soins. Le ressentiment peut naître aussi vite que la solidarité. La paralysie économique, si elle dure, affaiblit la base sociale du mouvement et donne au pouvoir des prétextes pour réprimer au nom de l'ordre et de l'intérêt national. L'expérience ivoirienne nous rappelle douloureusement que la violence et la répression font des ravages durables, des familles brisées, des traumatismes collectifs, des fractures identitaires profondes. Un autre danger tient à l'unité fragile des oppositions. L'appel à l'union des forces est beau en théorie, mais il faut des mécanismes solides pour gérer les divergences, les égos, les stratégies divergentes. Sans un cadre commun clair et des règles partagées non-violence, représentativité, contrôle démocratique des actions, la résistance risque de se fragmenter, de voir des groupes opportunistes remettre en cause sa légitimité, ou d'être infiltrés et décrédibilisés. Dans une société comme la nôtre, où les blessures ethniques et régionales restent sensibles, tout mouvement mal maîtrisé peut devenir un instrument de division. Il y a aussi la question de la réaction internationale. Le régime en place s'est joué des relations diplomatiques et des partenariats économiques pour se légitimer. Il pourra chercher des soutiens extérieurs, faire valoir la nécessité de l'ordre, ou encore convaincre certains partenaires que la stabilité prime sur le changement. À l'inverse, une résistance populaire qui garde une assise large et pacifique peut attirer la sympathie de la diaspora, des ONG, et même de certains États qui privilégient le principe démocratique. Le basculement dépendra largement de la capacité du mouvement à rester non violent et à présenter des revendications claires et universelles. Nous devons donc parler de méthode autant que de détermination. La conscience historique nous dicte la prudence. Nous avons payé très cher nos excès de confiance dans des soulèvements mal préparés. La mémoire nous renseigne sur ce qui marche et ce qui détruit. Une stratégie efficace n'est pas seulement une stratégie de blocage. C'est une stratégie d'organisation populaire, de mise en réseau des forces sociales, de protection des populations vulnérables et d'articulation d'un récit moral qui rassemble davantage qu'il ne fracture. Concrètement, sans en donner le mode d'emploi, nous pensons qu'une résistance durable doit reposer sur quelques principes clairs.
la non-violence comme règle d'or car la violence alimente la répression et la haine, la solidarité pour soutenir ceux qui perdent leurs revenus, la transparence des décisions pour maintenir la confiance, et le souci de préserver les services essentiels santé, eau, nourriture afin d'éviter que la population ne paie le prix fort. Plus qu'une série d'actions ponctuelles, il faut une vision de ce que nous voulons devenir, une nation où l'alternance est normale, où les institutions protègent la pluralité, où la justice n'est pas un outil de pouvoir mais un pilier de la République. Par ailleurs, nous ne pouvons ignorer la nécessité d'une stratégie politique parallèle, dialoguer avec des institutions régionales CEDEAO, UA, solliciter des observateurs indépendants, mettre en lumière les violations juridiques et constitutionnelles, tracer un récit international crédible. La pression locale doit trouver un écho légal et diplomatique si l'on veut éviter que l'enjeu ne se réduise à une simple confrontation de force. Quelles pourraient être les conséquences si la paralysie s'installe et que l'on échoue à maîtriser sa dynamique? 3 voies se dessinent, tristement classiques mais possibles. La première est l'escalade de la répression. Le pouvoir use de la force, la contestation est brisée dans le sang, des années de souffrance s'installent. La deuxième est l'épuisement social. La population, prise entre la faim et la peur, se replie, laissant le régime sortir renforcé moralement et matériellement. La troisième est la victoire d'un mouvement qui sait se maintenir dans la discipline et la légitimité. Les autorités finissent par faire des concessions, s'ouvre un dialogue et s'instaure un processus de sortie de crise. Nous voulons la troisième voie, évidemment. Mais nous savons que la chance d'y parvenir dépendra moins de la bravoure d'un jour que de la sagesse d'un long engagement. Il faut savoir gagner la rue sans la perdre. Il faut savoir abreuver les longues marches de patience et de solidarité, tenir quand la fatigue arrive, protéger les plus faibles, expliquer aux voisins qui s'opposent pourquoi il faut persister, et montrer que l'objectif n'est pas la vengeance mais la restauration de la dignité de tous. Nous devons aussi regarder l'avenir, la transition ne sera pas seulement politique mais sociale et économique. Si nous arrachons le pouvoir à ceux qui le confisquent, il faudra ensuite bâtir des institutions qui empêchent la répétition des abus. Il faudra rendre la justice indépendante, réformer les médias, relancer une économie qui crée des emplois décents, redonner à l'école sa place d'ascenseur social. Autrement, la victoire d'aujourd'hui risque de se transformer en déception de demain. Enfin, malgré toutes les inquiétudes, nous gardons la confiance en la force morale du peuple ivoirien. Nous savons que les grandes pages d'histoire se sont écrites grâce à des hommes et des femmes qui refusaient l'humiliation. Nous savons aussi que l'espoir n'est jamais absent quand la dignité est en jeu. Nous croyons que l'unité réelle, non pas une union de circonstances mais une convergence autour d'un projet de société est la clé qui permettra de transformer la colère en force constructive. En vérité, nous ne cherchons pas à renverser pour remplacer. Nous cherchons à restaurer un ordre où chacun a sa place, où la voix du citoyen compte, où la loi protège et non opprime. Si la stratégie d'unir les forces locales peut devenir l'instrument d'un tel renouveau, alors elle mérite d'être tentée. Mais tentée avec prudence, avec méthode, avec humanité. Car le pays appartient à tous, et c'est pour lui que nous marchons, pas contre nos frères. Nous voulons croire que la Côte d'Ivoire peut retrouver son visage d'espérance. Nous croyons que tant qu'il y aura des citoyens prêts à défendre la justice sans haine, la page peut se tourner. Et nous espérons que ceux qui tiennent le pouvoir aujourd'hui sauront entendre l'appel au renoncement à l'arrogance et à l'ouverture vers un vrai dialogue national. Car l'histoire se souviendra de ceux qui choisissent de préserver la nation plutôt que leur petit royaume.